au fur et à mesure de cette guerre qui dure déjà 3 ans, on a appris je dirais, à connaître Donald Trump. Il est incontrôlable. Incontrôlable. Donc, non seulement il est incontrôlable, ses sautes d'humeur sont tout simplement surprenantes chaque fois. Donc, il saute du coq à l'âne et de l'âne au coq sans savoir, je dirais, finalement où se diriger. Et son administration le suit aveuglement. Le dernier qui parle à Donald Trump est Ouais. celui qui va influencer le plus. Nous aurons le plaisir de retrouver Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, lorsqu'on on vous a sollicité vendredi, on avait le sentiment qu'on était vraiment à quelques heures d'une opération massive de l'armée américaine contre l'Iran et peut-être même d'une implication des Israéliens dans cette nouvelle confrontation. Et là, ce matin, on se réveille avec une information de la part de Donald Trump qui aurait décidé finalement de ne pas lancer cette opération sur recommandation du chef d'état-major de l'armée américaine, Dan Kane, qui affirme que, eh bien, apparemment, il n'y a pas assez de batteries de missiles, de patriotes pour protéger probablement tous les alliés des États-Unis dans la région. Mais alors ça, c'est quelque chose qu'on vient de découvrir. C'est-à-dire Donald Trump ne le savait pas avant ou... Écoutez, ce sont des baffes après des baffes. C'est des baffes qui se suivent et des gaffes qui se suivent. Oui. C'est surtout les Américains ont l'air de n'avoir pas bien planifié leur guerre, leur combat contre les Iraniens. Et au dernier moment, ils se réveillent en réalisant qu'ils n'ont pas assez d'intercepteurs pour défendre les dizaines de bases et d'objets et de cibles américaines qui sont dans la région. Donc, et ce qui prouve de plus en plus que le manque d'envie de Donald Trump de s'engager dans une guerre qui pourrait dégénérer comme celle du Vietnam, comme celle en Afghanistan, comme celle en Irak. Il ne voudrait pas être mémorisé ou je dirais pérennisé par ce fait. Et il préfère naturellement les accords d'Abraham, il préfère les accords de paix et forcés ou pas, plutôt que d'employer l'épée et d'achever je dirais des cibles qui pour l'instant sont impensables ou impossibles à avoir, comme par exemple le nucléaire iranien, les missiles balistiques iraniens, la domination iranienne du détroit d'Ormuz, tout cela, je dirais, met en échec la politique américaine et puis une superpuissance heurte, je dirais, un pays qui est naturellement de 90 millions d'habitants, mais qui n'a pas qui n'est pas en mesure de combattre les États-Unis. Mais ici, il a l'air d'être, pardon Jacques, mais il a l'air d'être très, très en mesure de combattre les Américains, les Iraniens, puisque ce sont les Américains qui sont en pénurie de matériel, alors que apparemment, eh bien, les Iraniens peuvent continuer à tirer des missiles sans problème, ils en ont, alors qu'on avait cru que pendant 40 jours, on avait véritablement décimé leur base de lancement, ils peuvent continuer d'un côté, et de l'autre côté, ce sont les Américains, la puissance américaine qui n'a pas suffisamment d'intercepteurs. Écoutez, les dégâts qu'un missile balistique iranien peut faire, c'est un dégât énorme. Il suffit d'un missile pour atteindre, je dirais, tout un voisinage à Tel Aviv. Donc ce n'est pas une maison qui est atteinte, mais c'est un paquet de maisons qui sont atteintes. Donc je dirais l'impact des missiles iraniens, même s'ils n'ont pas les quantités de missiles qu'on pourrait penser qu'ils avaient au début de la guerre, eh bien ils ont toujours assez de missiles. De plus, il faut prendre en considération le fait que les Américains ne disent pas toujours la bonne vérité. Et cela, naturellement, c'est dans le cadre d'une guerre psychologique où, naturellement, on dit que la marine iranienne a été anéantie, l'aviation, ils n'ont pas d'aviation, ils n'ont pas de défense aérienne, ils n'ont pas. Et malgré cela, ils ont. Donc, ce qui fait que pour le public, a cessé de croire aux balivernes de Donald Trump et puis naturellement ces sautes d'humeur le font sauter du coq à l'âne. Un jour donc il est pour, un autre jour il est contre, on ne sait pas trop ce qu'il veut, on ne sait pas trop où est-ce qu'il veut amener je dirais finalement les objectifs de l'armée américaine. Ils ont 50 000 soldats qui sont, ça fait déjà 6 mois sur des navires ou sur des bases américaines, ils ne savent pas quoi faire avec eux. La flotte américaine est complètement, donc les dépenses sont énormes, 35 milliards de dollars ont déjà été dépensés. Il y a un budget supplémentaire qui a été adopté de 95 milliards de dollars. Donc, ce qui veut dire
quand même que les Américains sont toujours là et peut-être que je dirais comme une superpuissance, les choses vont lentement, mais en fin de compte, si jamais ils décident à agir contre l'Iran, finalement, ça sera un tapis roulant contre l'Iran, mais ça prendra du temps. Alors, dans ce contexte, on a appris que Benjamin Netanyahou sera mardi donc à la Maison-Blanche. Une rencontre pour le protocole, ou alors ça sera, il y aura des sujets importants à discuter? Il y a deux volets dans cette visite, hein. Le volet domestique israélien, donc à la veille des élections israéliennes, il est important de voir Netanyahou à côté de Donald Trump, l'allié traditionnel, le super allié de l'État d'Israël, et le Premier ministre israélien qui a réussi je dirais, à convaincre les États-Unis de combattre avec Israël contre des objectifs iraniens de nucléaire. Si oui ou non les combats ont réussi, si oui ou non il y a des résultats, c'est autre chose. Mais du point de vue domestique, la photo op, donc la serrée de main entre Donald Trump et Netanyahou est importante du point de vue politique pour Netanyahou. De notre point de vue, du point de vue sécuritaire, il est important de savoir quels sont les objectifs américains. Est-ce que les Américains auront besoin d'une intervention israélienne, oui ou pas? Quand est-ce que cela se passera? Dans quelles conditions? Est-ce que les Américains sont garants la preuve est là, les Américains ont envahi Ben Gurion, ont envahi Ramon, leurs avions sont sur place, ils ont transformé des aéroports internationaux en cibles militaires. Où est-ce qu'on va avec cela? Donc ça, c'est d'un côté. Donc il y a à prendre soin aussi. C'est-à-dire, j'essaye de vous comprendre. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire qu'il est possible que Donald Trump donne un feu vert à Benjamin Netanyahou pour attaquer sans le soutien, on va dire, sans une participation des Américains? Je ne pense pas que c'est le cas, mais je dirais Donald Trump expliquerait à Netanyahou dans quelle mesure et dans quel cas il aurait besoin d'une alliance avec Israël effective et sur le terrain. De notre côté, il y a plusieurs dossiers qui sont ouverts et qu'il faut discuter. L'Arabie Saoudite. Le dossier de Gaza, d'abord. D'abord Gaza. Qu'est-ce qui se passe avec Gaza? Est-ce qu'on va à la deuxième étape? Comment est-ce qu'on réduit le Hamas, oui ou non? Il y a déjà une présence marocaine sur le terrain. Est-ce qu'il y aura d'autres présences militaires marocaines? Quels sont les buts, je dirais, quels sont les buts américains dans Gaza? Le Liban de même, est-ce que le Donald Trump, l'administration américaine, amènera finalement Israël à se retirer aux frontières internationales, et dans quel cas cela se passerait, et comment est-ce que les États-Unis ont l'intention de défendre, je dirais, le périmètre sécuritaire israélien au nord? La Syrie. Donald Trump a bien dit à Netanyahou dans une de ses conversations, ni les Libanais ni les Syriens ne vous aiment. Il faut que vous vous retiriez de leur territoire. Donc, ce qui va se passer, certainement, pour Donald Trump, Ahmadinejad est devenu un allié. Et pour lui, c'est un atout contre le Hezbollah au Liban. Comment est-ce que tout cela va se passer? Et finalement, le dossier, en premier, le dossier iranien. Est-ce qu'on va s'occuper du nucléaire iranien? Est-ce qu'on va s'occuper des 450 kilos d'uranium enrichi? Comment est-ce que les États-Unis vont traiter le problème balistique? Tout cela sont des sujets à discuter avec l'administration américaine, et c'est très important que cette visite se passe aujourd'hui. Est-ce que cette visite va réussir? On ne sait pas trop. On sait qu'il y a beaucoup, je dirais, d'amertume entre les deux chefs d'État, et surtout, je dirais, on voudrait éviter une situation où Donald Trump et son équipe, surtout avec J.D. Vance, ne fassent à Netanyahou ce qu'ils ont fait à Zelensky à la Maison-Blanche. Oui, c'est ça, parce que ça serait critique pour les élections. Je reviens sur l'Arabie Saoudite. Le dossier du nucléaire civil dont on a parlé, cet accord dont on a parlé ces derniers jours entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite sur la fourniture du matériel nécessaire pour construire un programme nucléaire civil, ça inquiète les Israéliens. Il est probable qu'on en parle aussi. J'entendais ce matin Yair Lapid dire qu'il sera lui aussi aux obsèques de Lindsey Graham, dire qu'il va agir pour essayer au sein du Congrès de neutraliser cette opération.
Il est clair que le sujet saoudien est important, mais comparé au sujet de la bande de Gaza, au sujet libanais, au sujet syrien, au sujet iranien, écoutez, il y a une certaine réticence à traiter du problème saoudien, surtout qu'on a vu le flip-flop du président américain. D'un côté, les États-Unis ont signé l'accord concernant le nucléaire civil saoudien. De l'autre côté, Donald Trump a conditionné cet accord-là par le fait que l'Arabie saoudite devrait rejoindre les accords d'Abraham. Donc, de nouveau, on est retombé au point zéro. Est-ce que ça va avancer? Les sautes d'humeur du président américain sont importantes et sont imprévisibles. Et de ce point de vue-là, il est important pour Netanyahou de palper le pouls de Donald Trump pour savoir où on se dirige. Et pour l'instant, le navire se dirige sans direction. Il est en train, je dirais, comme le bateau ivre de Rimbaud, est en train de danser et de tanguer sur les vagues. Comment vous pensez que le président américain peut jouer à ce jeu encore longtemps, ce jeu de faire grimper la tension, de la faire baisser, parce que tout ça a beaucoup d'impact. J'ai pas besoin peut-être de vous le dire, mais il y a des centaines de gens qui nous demandent est-ce que c'est possible de venir en vacances en Israël? Est-ce que c'est possible de partir d'Israël vers l'étranger sans risquer d'être bloqué à cause de Donald Trump qui a fait une déclaration qu'il allait vers une confrontation avec l'Iran. Comment on peut vivre comme ça? C'est-à-dire Alors, au fur et à mesure de cette guerre qui dure déjà 3 ans, on a appris je dirais, à connaître Donald Trump. Il est incontrôlable. Incontrôlable. Donc, non seulement il est incontrôlable, ses sautes d'humeur sont tout simplement surprenantes chaque fois. Donc, il saute du coq à l'âne, de l'âne au coq, sans savoir, je dirais, finalement où se diriger. Et son administration le suit, je dirais, aveuglement. Et de ce point de vue-là, on n'a qu'à savoir que le dernier qui parle à Donald Trump est ouais. celui qui va influencer le plus. Donc, il est important pour Netanyahou d'être le dernier à rencontrer Donald Trump pour lui souffler à l'oreille quels sont les intérêts américains. Vous avez cité les différents dossiers. N'oubliez pas surtout le dossier turc, le dossier des F-35 pour la Ouais. Turquie, qui est beaucoup plus sérieux pour Israël pour l'instant que d'autres dossiers. Et cela, naturellement, je dirais, a une influence directe sur la supériorité israélienne dans la région de la mer Méditerranée Est. Donc, cela est important. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs dossiers à traiter. Ouais. Ce n'est pas une conversation d'une demi-heure ou de 20 minutes qui est de politesse, c'est surtout une séance de travail qui va durer, je dirais, si elle dure entre 2 et 4 heures, ça veut dire que les dossiers ont été traités sérieusement. Okay. Si elle s'arrête au bout d'une demi-heure, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'accord entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Alors, je voudrais avoir, avant de terminer, une question sur un autre front dont la tension a grimpé ces derniers jours, c'est la Judée et la Samarie. J'aimerais avoir votre appréciation. La tendance, dans les journaux israéliens, on est même partagé. Certains disent qu'il y a une recrudescence de la violence des Palestiniens, et puis d'autres disent que c'est en fait des provocations d'habitants juifs, ou en particulier de ces jeunes des collines, ou de ces éléments, on va dire, les plus radicaux au sein de ces jeunes des collines. Est-ce vous avez le sentiment qu'on est en train d'assister à l'explosion du baril de poudre de la Judée et de la Samarie aujourd'hui ? Je ne voudrais pas être, je dirais, un prophète et un mauvais prophète. Mais oui. La situation en Judée et Samarie est très inquiétante. Elle est très inquiétante parce que par les faits que vous avez cités. D'un côté, les ultra-nationalistes israéliens, donc c'est ce qu'on appelle les Naharei Agbaot, les jeunes de la colline qui ont semé, je dirais, la pagaille et, je dirais, la haine et l'hostilité en territoire palestinien qui
qui arrache les arbres, les oliviers, qui brûle les maisons, et tout cela, je dirais, provocation après provocation. Et de l'autre côté, les Palestiniens qui prennent, je dirais, ce qui se passe, par exemple, dans la bande de Gaza, ce qui se passe avec le Hezbollah, ce qui se passe dans d'autres pays, comme un exemple à suivre. Ce qui veut dire qu'on voit qu'Israël n'est pas la superpuissance, qu'elle peut être attaquée et naturellement qu'il y a un ventre